Bonjour à tous, bienvenue pour ce rendez-vous proposé à l'approche de Franchise Expo Paris qui se tiendra du 15 au 17 mars prochain au sein du hall 1 à Paris, porte de Versailles. Vous êtes entrepreneur et vous avez un concept franchisable, eh bien vous êtes au bon endroit car acter que votre concept est déclinable en franchise est une chose, mais bien déterminer votre modèle économique en est une autre. Droit d'entrée, redevances, royalties, coûts inhérents à la formation, voici autant d'aspects que vous devez maîtriser et déterminer pour développer sérieusement votre réseau et accueillir sereinement vos premiers franchisés. C'est le sujet qui nous animera aujourd'hui et pour vous donner les meilleurs conseils, j'ai le plaisir d'accueillir deux experts de la franchise, Julien Soufi, expert franchise et digital au sein de Franchise Board, et Lionel Lesèvre, avocat associé au sein du cabinet Hubert Bensoussan Associés. Bonjour à tous les deux. Bonjour Joachim. Merci d'être à mes côtés aujourd'hui pour ce magnifique sujet. Entrons tout de suite dans le vif du sujet justement. Quels sont les principaux aspects qui forgent le modèle économique d'un franchiseur et qu'il faut absolument connaître avant de passer le cap? Julien? Avant tout, on va vendre un avantage concurrentiel au franchisé. C'est-à-dire qu'on va lui donner les moyens de pouvoir reproduire le modèle de succès qui a été mis au point par le franchiseur. Donc la première préoccupation à avoir quand on est franchiseur, c'est de se demander comment on va rendre notre franchisé compétitif sur le marché. C'est la base de la démarche de façon à construire une relation vraiment gagnant-gagnant. On entend souvent des termes financiers quand on parle de franchise, comme le droit d'entrée ou les redevances. Lionel, juridiquement, est-ce qu'en tant que franchiseur, c'est obligatoire de demander un droit d'entrée ou des redevances à son franchisé? Alors, en réalité, le droit de la franchise n'impose rien, puisque le droit de la franchise n'existe pas. Il n'y a pas un régime légal qui a été imposé par la loi, par le législateur, qui aurait vocation à imposer à un franchiseur de prévoir telle ou telle obligation dans le contrat, a fortiori des obligations financières. Donc, en réalité, les franchiseurs sont libres de faire comme ils l'entendent. Alors, la grande majorité, même l'écrasante majorité des franchiseurs, prévoit le paiement d'un droit d'entrée, d'une formation, d'une assistance initiale et tout au long de l'exécution du contrat de franchise, des redevances qui ont vocation à rémunérer les prestations qu'il offre aux franchisés au moment du démarrage de l'activité et ensuite tout au long de l'exécution du contrat. Mais ces aspects financiers ne sont pas obligatoires. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est que certains franchiseurs, justement, basculent dans un autre système qui est différent, où ils ne font pas payer à leurs franchisés des redevances, mais ils se rémunèrent via d'autres moyens, par exemple la distribution ou la vente de marchandises, pour alimenter le réseau de franchisés pour qu'ils leur permettent ensuite de vendre au client final. On l'a bien compris, il n'y a pas de règles bien définies. Julien, pourquoi certains franchiseurs justement font l'impasse sur ce droit d'entrée? Et comment déterminer si cela se prête ou non à mon concept et à mon développement? Alors, quand on fait l'impasse sur un droit d'entrée, en général, c'est qu'on a une raison stratégique de le faire. Parce que naturellement, on a plutôt intérêt à faire en sorte qu'il y ait des sommes qui soient prévues à l'entrée en contrepartie d'une assistance. Principalement, dans un modèle économique, on va rémunérer l'accès à la marque, la formation, l'assistance, dont la centrale d'achat, les systèmes d'information et la communication locale, notamment la communication de lancement, et l'ensemble faisant un package franchiseur. Alors, on peut s'en abstraire parfois. Par exemple, lorsqu'on est dans une logique de distribution, on a des franchises de distribution dans lesquelles finalement le franchisé va devenir un distributeur exclusif, comme on le voit dans les cuisines, comme on le voit dans les vêtements, ou même dans certains aspects de l'équipement de la maison. Donc, on peut, dans ce cas-là, avoir des droits d'entrée très minorés. On a aussi des secteurs dans lesquels on a un taux de chute qui peut être élevé, comme par exemple dans les mandataires immobiliers, dans l'univers de l'immobilier, où on peut avoir aussi des logiques qui sont de droits d'entrée qui sont assez réduites. Mais globalement, un franchiseur, le premier réflexe qu'il doit avoir lorsqu'il construit le modèle pour son franchisé, c'est pas tant de se demander combien ça va coûter, c'est plutôt combien ça va rapporter au franchisé. Et en fonction de ce que ça rapporte au franchisé, là, il peut établir, lui, un pricing de ces différentes prestations qui elles-mêmes doivent respecter un environnement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas pricer n'importe comment à n'importe quel prix. Oui, de toute façon, le franchiseur lui-même doit être raisonnable. Et chaque rémunération qu'il va encaisser à l'encontre de son franchisé doit correspondre à une contrepartie, et une contrepartie réelle. Forcément, un franchisé ne va pas accepter de payer des redevances au titre de la mise à disposition de logiciels informatiques ou de traitement des données pour lui permettre de mieux exploiter son activité si en contrepartie, il ne reçoit pas la mise à disposition du logiciel et la redescente des données via son franchiseur pour lui permettre d'améliorer son fonctionnement au quotidien. Et ça, aujourd'hui, ce sont des prestations qui sont très précieuses et qui sont aujourd'hui de plus en plus mises en avant par les franchiseurs pour permettre la réussite des franchisés. Et on voit, via ce vecteur de « finalement, j'enrichis mon package de services », les franchiseurs peuvent multiplier, mais dans le bon sens, les redevances,
mais en contrepartie toujours de choses qu'ils apportent en plus aux franchisés pour leur apporter ce fameux avantage concurrentiel. Voilà, parce que c'est là qu'on touche une vertu essentielle du modèle de la franchise, c'est-à-dire que le franchiseur va fournir une prestation au franchisé. Par exemple, relevant de la communication, du droit à utiliser sa marque. Un entrepreneur indépendant, pour construire une marque, il aurait besoin de dépenser énormément d'argent. Or, le franchisé, pour accéder à la marque, ne va payer qu'une fraction de ce que ça coûte. Et il en est ainsi pour toutes les dépenses. C'est-à-dire que, comme le franchiseur est extrêmement spécialisé dans la marque, le savoir-faire, l'assistance, centrale d'achat, logiciel et communication, il va pouvoir mettre à disposition du franchisé des services pour une fraction de leur valeur. Et structurellement ainsi, il va construire l'avantage compétitif de ses franchisés. Donc tout le monde est gagnant. Là où le franchiseur, auparavant, qui ont été succursalistes pour avoir des postes de coût, ça devient ses centres de profit, ça devient des choses qu'il va vendre. Et puis le franchisé, là où s'il était tout seul, il devrait assumer pleinement le coût, il va pouvoir accéder à cela à une fraction de sa valeur. C'est l'explication pour laquelle, structurellement, une des explications en tout cas, pour lesquelles le modèle de la franchise est plus performant que n'importe quel autre modèle. Et justement, en tant que franchiseur, le droit d'entrée et les redevances, leur montant, fixer leur montant est un sujet parfois délicat. Comment déterminer le bon montant à demander à ces futurs franchisés ? On parlait de service et qu'il fallait qu'il y ait une contrepartie, mais concrètement, comment savoir que je fais le bon choix ? On modélise comptablement et financièrement l'ensemble des revenus du modèle. C'est-à-dire qu'on fait un modèle d'exploitation avec un chiffre d'affaires, des achats, une masse salariale et des services associés. Et en fonction de cette rentabilité, on va calculer l'investissement qui est cohérent avec cette rentabilité. On a une formule, A0 égale à 3. C'est-à-dire l'apport en année 0 du franchisé doit être égal à son revenu en année 3. C'est-à-dire qu'on vend en fait un modèle économique et dans ce modèle économique, en tant que franchiseur, on y trouve notre intérêt. Alors encore une fois, c'est réglementé par le contrat, il y a des règles, il y a des cadres et des garde-fous. Bien sûr. Alors, nous, dès qu'on va rédiger un contrat de franchise, nos clients nous posent la question suivante. Quel va être le montant de la redevance ? Alors, on leur répond, vous n'allez pas fixer ce montant, j'allais dire, au doigt mouillé. Derrière, il faut que le travail économique et financier dont vient de parler Julien soit réalisé. Pourquoi ? Parce qu'un franchiseur qui mettrait un montant de redevance qui est trop élevé, en contrepartie de prestations qui ne sont pas à la hauteur, rendrait finalement pas service à ses franchisés, surtout ces derniers seront déçus. Et donc, ils auront tendance à lui reprocher finalement de faire payer trop cher. À l'inverse, s'il calibre trop bas le montant de ses redevances, lui-même, il ne va pas pouvoir vivre et apporter le service optimal auprès de ses franchisés. Donc, j'allais dire, l'adéquation du montant de la redevance par rapport aux prestations est essentielle. Et ce travail doit être fait et être fait très sérieusement par les franchiseurs. Et on a toujours, bien sûr, un œil sur la concurrence. On va s'intéresser à ce que font les concurrents pour ne pas être hors marché sur son secteur. Mais en toute hypothèse, on ne le fait pas sans avoir réalisé au préalable ce travail économique, financier, en projetant finalement le montant de ses propres rémunérations pour pouvoir rendre le meilleur service possible, tout en ayant aussi un regard sur les capacités de paiement des franchisés pour qu'encore une fois, il y ait cet écosystème qui soit gagnant-gagnant. Le paradoxe, en fait, en franchise, c'est qu'en tant que franchiseur, plus on facture de services, plus on rend de services à son franchisé, plus soi-même on se renforce économiquement, mais aussi plus on renforce le franchisé. Donc, c'est quelque chose de très vertueux intrinsèquement et qui nécessite un calcul très précis, un calibrage très précis financièrement. Et ça, là-dessus, c'est vrai que c'est très important. C'est qu'un franchisé qui aurait l'impression, lorsqu'il prend connaissance d'un contrat de franchise, que le franchiseur lui réclame beaucoup de redevances, ça ne doit pas, j'allais dire, l'effrayer. Il doit comprendre quelle est la contrepartie pour ensuite pouvoir objectivement comparer ce que lui apporte le franchiseur A par rapport à un franchisé B qui lui rendrait peut-être moins de services et qui, en principe, devrait lui prendre moins d'argent. Mais l'absence de service rendu par le franchisé B est peut-être un handicap par rapport à ce que peut lui offrir le franchisé A pour lui apporter cette réussite que l'on espère tous dans le réseau de franchise. Très concrètement, un candidat à la franchise, lorsqu'on lui explique un package de services, c'est-à-dire lorsqu'on lui dit que voilà, à tel niveau, par exemple dans l'assistance précontractuelle, dans la phase de découverte, dans la phase d'intégration, avant l'ouverture, au moment de l'ouverture, après l'ouverture et pendant toute son exploitation, quand on lui donne le détail de l'ensemble des services qu'on va pouvoir lui donner, ainsi que le pricing, mais aussi ce que lui va gagner, en tout cas s'il met en œuvre l'ensemble des moyens avec une probabilité de réussite qui est donc prévisible, mais qui n'est pas garantie, lorsqu'on explique ça à un candidat, ça renforce sa détermination à devenir franchisé. En fait, c'est ce qu'il est venu chercher dans la franchise. Autrement, il le ferait tout seul. Il est entrepreneur franchisé. Et donc, il va vouloir un niveau de service et d'assistance. Il va vouloir en voir la matérialité. Il va vouloir en voir le prix. Et il va vouloir voir ce que ça lui rapporte. Ce qu'on comprend, c'est que le franchiseur doit faire preuve de transparence vis-à-vis du franchisé et de tous les services qu'il propose et de tous les
les investissements qu'ils demandent. Est-ce que ça, les franchiseurs l'ont bien en tête aujourd'hui? Alors, c'est une transparence relationnelle qui, à mon avis, fait partie de l'éthique et des codes de déontologie de la franchise. C'est-à-dire que si c'est un modèle gagnant-gagnant, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas dire ce qu'on gagne nous. D'ailleurs, dans le DIP, on publie les comptes du franchiseur. Et le franchisé, on a aussi accès également, grâce aujourd'hui à la transparence de la data, on a accès aussi à ce qu'il va faire comme chiffre d'affaires. On a accès à ses achats très souvent, à même sa masse salariale, ses charges, quand bien même on se garde de toute ingérence. Donc, en franchise aujourd'hui, à l'ère de la data, on a finalement accès au modèle économique du franchisé. Lui doit avoir accès au nôtre. Encore une fois, quand tout le monde gagne, il n'y a pas de problème. Et tout ceci est encadré juridiquement. De toute façon, j'allais dire, c'est pas insultant que le franchiseur gagne de l'argent en faisant fonctionner son réseau. Encore une fois, s'il le fait de manière raisonnable, le franchisé va comprendre, j'allais dire de manière très naturelle, il est aussi commerçant, que le franchiseur ne fait pas ça gratuitement. Maintenant, bien entendu, ça doit être fait de manière tout à fait raisonnable pour pas que le franchiseur, finalement, impute des charges financières qui seraient trop élevées, ce qui conduirait le franchisé à l'échec. Mais si en amont, le travail de coordination du prévisionnel du franchiseur et, des projections des ratios des franchisés par rapport à ce que peut faire théoriquement un franchisé, c'est qu'il exploite correctement le concept. Et si tout est bien, encadré, il n'y a pas de difficulté. Le contrat de franchise, de toute façon, c'est vrai, il est là pour dire au franchisé ce qu'il va devoir payer au cours de l'exécution du contrat de franchise. Donc ça, là-dessus, le franchisé sait très bien où il va, sans difficulté, en prenant connaissance de son contrat. Il y a des points de repère. Par exemple, pour les achats, pour quelque chose qui vaut 100 sur le marché pour un entrepreneur indépendant, si le franchiseur le négocie à 80, alors à ce moment-là, le franchisé peut y avoir accès à 90. Les 10 et les 10 sont partagés, la marge elle est partagée de manière équitable, ça peut être même très transparent dans la relation, et encore une fois, tout le monde s'y retrouve. Également, dans une clause d'approvisionnement, on peut travailler sur le fait que les franchisés aient accès à un tarif qui soit équivalent à celui qu'ils auraient classiquement, si ce n'est pas un avantage concurrentiel, et le franchiseur lui fait son affaire de tous les services qui vont aller autour de l'approvisionnement. Donc, je pense qu'à partir du moment où on l'encadre dans le contrat, à partir du moment où c'est exprimé avant même la signature du contrat, comme étant une part vraiment entière du service que rend le franchiseur, il n'y a aucun problème pour gagner de l'argent en tant que franchiseur. De toute façon, nous, en tant que franchiseur, on vend au franchisé un modèle de succès où il va gagner de l'argent. Donc, autant que ce soit parfaitement réciproque. Justement, vous parlez d'un point important, ce sont les achats. On a beaucoup parlé du droit d'entrée, de la redevance, mais au-delà de ces aspects purement financiers, il y a d'autres points à ne pas négliger en tant que futur franchiseur pour déterminer son modèle économique. Et par exemple, si le concept nécessite la mise en place d'une centrale d'achat ou d'une obligation d'achat auprès des fournisseurs. Lionel, juridiquement parlant, est-ce que vous pourriez nous indiquer ce que le franchiseur peut prévoir dans ce cas-là et comment le matérialiser au contrat? Alors effectivement, l'une des sources de rémunération du franchiseur, au-delà des redevances et du droit d'entrée et tout ce qu'il peut demander en exécution du contrat de franchise, c'est la vente des marchandises ou à tout le moins le référencement de fournisseurs auprès desquels les franchisés font s'approvisionner au cours de l'exécution du contrat. Donc ici, on va distinguer deux grandes casquettes. La première casquette, c'est le franchiseur qui va constituer sa propre centrale d'achat. Auprès de cette centrale d'achat, lui-même va fabriquer ou va acheter des produits pour ensuite les revendre aux franchisés. Il va les revendre nécessairement en réalisant une marge qui sera d'un montant raisonnable puisque le franchisé, s'il s'adresse au franchiseur pour s'approvisionner, il doit trouver de bonnes conditions d'achat. Et quand je parle de bonnes conditions d'achat, on ne doit pas uniquement s'arrêter sur le prix, mais aussi également les délais de livraison, les garanties, etc. Il peut avoir une autre casquette qui est celui de centrale de référencement. Cette fois-ci, le franchiseur va se charger de négocier pour le compte des franchisés auprès de fournisseurs, d'un panel de fournisseurs, de bonnes conditions d'achat, et les fournisseurs livreront directement les franchisés qui passeront commande auprès des fournisseurs. Là, le franchiseur ne s'entremêle pas dans la relation d'achat-vente. Bien sûr, le franchiseur, lorsqu'il intervient en centrale de référencement, négocie les meilleures conditions pour ses franchisés et le plus souvent lui-même obtient une rémunération auprès des fournisseurs en contrepartie de prestations dites de coopération commerciale. Là encore, ce système de rémunération par des services que le franchiseur rend directement aux fournisseurs, ce n'est pas quelque chose qui doit être caché aux franchisés. C'est une réalité. La plupart des réseaux de franchise pratiquent ce type de rémunération, mais dans les contrats de franchise, le principe du montant de la rémunération doit être prévu afin que les franchisés, demain, ne se plaignent pas d'apprendre a posteriori que le franchiseur obtient une rémunération de la part des fournisseurs. Encore une fois, si le franchiseur est raisonnable dans le montant, de ses propres rémunérations qui ne doivent pas venir impacter négativement le prix des franchisés, qui viendraient acheter hors marché, c'est-à-dire à un prix supérieur que celui qu'il pourrait obtenir directement auprès des fournisseurs, tout le monde est gagnant-gagnant. Parce que le franchiseur joue ce rôle de négocier les meilleures conditions pour ses franchisés.
Alors, au-delà de l'approvisionnement, ce qui caractérise un contrat de franchise, c'est l'assistance. L'assistance à un franchisé une fois qu'il est ouvert. Alors, avant l'ouverture, c'est souvent un bouquet de services incluant la formation, l'assistance à la conception, l'assistance à l'ouverture, la communication à l'ouverture, etc. Et puis, pendant l'exploitation, principalement l'assistance prend la forme, en fait, une sorte de conseil personnalisé basé sur les chiffres, puisqu'on vise à la réitération d'un modèle chiffré. Donc, on a des systèmes qui permettent d'analyser la performance, de collecter la data et d'analyser la performance avec des tableaux de bord, les ratios commerciaux d'exploitation et financiers du concept. Donc, déjà, le simple fait d'avoir cette information-là est un service qui va se payer via des logiciels de collecte de data, de tableaux de bord, etc. Et puis, l'animateur réseau, souvent, va faire le travail d'analyse des chiffres avec le franchisé et il va mettre en place une proposition de plan d'action. Lequel plan d'action va très souvent actionner 2 éléments. D'une part, une partie de formation, c'est-à-dire, par exemple, on a des contacts entrants, mais on ne les transforme pas en clients, donc il y a une formation à faire sur la transformation. On n'a pas assez de contacts entrants, voilà. Et donc, comment arriver à avoir par exemple, plus de contacts entrants? Donc ça, c'est la formation. Et puis, une autre action de communication. Ce sont les 2 principaux leviers, finalement, au quotidien du franchiseur. C'est-à-dire que vis-à-vis de son franchisé, il va lui mettre à disposition un savoir-faire et il va l'accompagner dans la relation client. En fait, il va l'accompagner sur l'activation d'une relation client. Et ces services-là, c'est-à-dire le fait de disposer de data, de logiciels de tableau de bord et de pouvoir actionner de la formation continue pour le franchisé comme pour ses équipes et de la communication, des kits de communication locale pour son franchiseur, finalement, vont constituer 3 éléments clés du mode de rémunération du franchiseur. Tout ce qui est lié à l'assistance, comme vient d'évoquer, à la formation, comment ça se matérialise dans le contrat, justement? Alors, on a simplement des clauses qui vont évoquer les différents sujets. Par exemple, on va avoir une clause qui va être consacrée à la formation du franchisé et une autre qui va être consacrée à son assistance. La formation et l'assistance, finalement, on les décline toujours de la même façon. On va avoir une information et une assistance initiale lors du lancement de l'activité qui peut se dérouler en réalité bien en amont de l'ouverture du magasin et ensuite pendant quelques mois après son ouverture, voire pendant 12 mois, parce que finalement la phase de lancement, c'est pas simplement le jour J de l'ouverture de la boutique. Et ensuite, on a la formation et l'assistance tout au long de l'exécution du contrat, 5, 6, 7, voire 10 ans pour les contrats les plus longs. Et ça, on le matérialise tout simplement par des clauses au terme desquelles on indique au franchisé quelle va être la consistance de la formation, 5, 10, 30 jours, 45 jours pour la formation initiale, idem pour l'assistance, de quelle manière elle se matérialise, sur place, à distance, pendant quelle durée. Et on fait le même raisonnement pour tout ce qui concerne la durée de l'exécution du contrat. Combien de visites on rend aux franchisés par an, sur place? Combien de visites on organise à distance? Le nombre de modules de formation, le nombre de personnes qui peuvent aller sur place, rendre des rapports, etc. Et tout ça, ça doit être matérialisé dans le contrat. Comme ça, le franchisé, j'allais dire, connaît par avance les prestations dont il va bénéficier. Voilà, idem pour la communication locale qui a été totalement bouleversée par la digitalisation du parcours client ces dernières années. Même dans les classiques magasins, très souvent aujourd'hui, on a des systèmes dans lesquels on va chercher en ligne des prospects, on leur fait prendre des rendez-vous, on leur fait activer, en fait, on utilise différents moyens pour activer leur visite et leur trafic en magasin, ou en B2B, c'est encore plus flagrant. Et là, tous ces outils de communication, d'acquisition client, de transformation des clients, sont des outils qui font l'objet aussi de facturation du franchiseur, et là, avec la même vertu que ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire que comme le franchiseur le fait pour la multitude du réseau, eh bien finalement, ces outils coûtent beaucoup moins cher en formation, en logiciel ou en communication et permettent aux franchisés d'être beaucoup plus compétitifs que s'il était tout seul ou tout simplement s'il devait tout créer par lui-même. Ce qui est bien comprend, quand on souhaite devenir franchiseur, il n'y a pas un bon modèle économique, il y en a plusieurs en fonction de son concept et de ses volontés de développement. Alors oui, d'autant qu'on peut aller chercher même des doubles modèles. On a des histoires très connues dans la franchise, comme par exemple McDonald's, dans lesquelles on a un double modèle. On a un modèle d'une part immobilier et d'autre part un bouquet de services mis à disposition du franchisé. Et on travaille assez régulièrement maintenant sur des doubles modèles également, c'est-à-dire que on va viser à faire en sorte que le franchiseur ait d'autres sources de revenus que les sources classiques de la franchise, les 5 centres de profit dont on a parlé tout à l'heure, qui étaient donc la communication, la formation, enfin la marque, la formation, l'assistance dans la centrale d'achat, le logiciel, la communication. On va aller chercher par exemple de la location, de matériel, on va aller chercher de l'immobilier. En fait, on va aller chercher des actifs un petit peu différents de façon à ce que le franchiseur ait un modèle plus intéressant, mais aussi le franchisé. C'est-à-dire, par exemple, quand on lui loue une partie du matériel, eh bien, le franchisé peut accéder au modèle beaucoup plus vite, avec beaucoup moins d'apport, avoir la même rentabilité, mais le franchiseur, lui, va aller chercher d'autres types de rentabilité. Et c'est ce qui a rendu McDonald's immensément riche, par exemple. Oui, parce qu'au-delà de la franchise, il y a d'autres systèmes qui peuvent se greffer. On pense d'emblée à la location-gérance, où là, le franchiseur est propriétaire du fonds de commerce et le met à disposition d'un franchisé. D'un candidat, par exemple, qui n'aurait pas forcément les moyens de créer le fonds, mais donc le franchiseur décèle la compétence. Et le système de location-gérance, assorti d'une promesse d'achat d'ailleurs du fonds ou non, est un bon levier pour recruter de bons candidats, leur permettre d'exploiter de manière efficace le fonds, et pourquoi pas, après, leur céder à des conditions qui peuvent être déterminées d'emblée au moment de la signature du contrat. Pareil pour la franchise participative.
pas dans un sens négatif, cette franchise participative, où là, le franchiseur investit au départ avec le franchisé, avec un plan de sortie qui peut être géré par un pacte d'associés, mais qui va permettre au franchisé de disposer, j'allais dire, de la force de frappe de son franchiseur pour constituer, rassurer les banques, constituer un capital et pouvoir initier sa boutique franchisée et l'exploiter au mieux. Et à l'opposé du spectre, on voit arriver aujourd'hui de plus en plus de start-up franchises, c'est-à-dire des gens qui sont originaires du monde de la start-up et donc qui ont développé des actifs logiciels extrêmement puissants, extrêmement coûteux d'ailleurs aussi, et qui peuvent mettre à disposition ces actifs logiciels à des franchisés pour qu'ils les utilisent de façon à ce qu'ils puissent avoir un modèle économique très rentable et finalement limiter les coûts, puisque effectivement, quand on veut un restaurant, un magasin, on a besoin d'avoir un investissement conséquent, d'où la location-gérance, la commission affiliation, etc. Mais on a aussi des activités franchisables qui ne nécessitent pas forcément d'investissement. Alors c'est des modèles parallèles comme le modèle du mandataire, par exemple, où on leur met une architecture organisationnelle et logicielle qui fait qu'ils vont avoir accès tout de suite à l'environnement de travail en restant chez eux, donc avec un investissement finalement très limité. Et ça va leur permettre de développer leur activité. Et on a des très très belles réussites dans le domaine également du développement en réseau avec ce type de modèle uniquement basé sur le logiciel, l'immatériel et la facilité d'accès. Vous parliez d'une multitude de modèles, franchise participative, location-gérance. Quand on est un futur franchiseur et qu'on souhaite choisir le bon modèle pour se développer, est-ce qu'il faut penser d'emblée à ces multiples solutions et en proposer plusieurs, ou il faut se focaliser sur une seule manière de se développer? En réalité, tout ça, c'est des stratégies de moyens. C'est le reflet de la vision d'un entrepreneur. On a un modèle, on a une vision d'entrepreneur et on peut la traduire lorsqu'on maîtrise le droit et aussi certaines techniques organisationnelles et de modèles économiques. On peut le traduire justement en une stratégie de développement. La franchise n'est qu'une stratégie de développement. La franchise en elle-même, de mon point de vue, sert à se développer, à faire rayonner un concept. Donc finalement, il faut toujours que cette stratégie et ses moyens soient au service de la vision d'un entrepreneur. Donc de mon point de vue, ce qui compte d'abord, après, c'est pas quel est ton avis, c'est d'abord de bien découvrir la vision et le modèle de l'analyser. Et uniquement lorsqu'on a bien compris les tenants et aboutissants économiques du modèle, la vision de l'entrepreneur et éventuellement un faisceau de contraintes juridiques lorsqu'on a un environnement réglementé, là seulement on peut faire preuve de créativité et bâtir un modèle à la fois juridique, une architecture juridique et financière correspondante. C'est exactement le raisonnement. Nous, lorsque des entrepreneurs viennent nous voir pour se lancer en franchise, on ne leur demande pas de réfléchir en droit. On leur dit, dites-nous de manière opérationnelle comment vous voyez les choses. Après, à nous de faire notre travail de conseil juridique pour mettre en musique cette volonté opérationnelle, la mettre en œuvre soit dans le cadre d'un réseau de franchise classique, soit dans le cadre d'un contrat de concession, de la location-gérance, de la franchise participative, des contrats de partenariat, des contrats de commission-affiliation. C'est d'abord la vision de nos clients, celle de l'entrepreneur qui va primer, qui ensuite sera retranscrite, j'allais dire, dans les outils juridiques que nous on met au point. Il y a une question qui me taraude quand même un petit peu, c'est si on se place du côté du candidat à la franchise qui doit choisir une enseigne, dans un même secteur d'activité, les investissements peuvent varier. Comment faire en tant que futur franchiseur pour que le modèle économique que je propose soit le plus équitable possible? Julien? Équitable, dans quel sens, Camille? Dans le sens où, en tant que franchisé, je me dis, je vais investir tant d'argent dans le modèle, j'ai pas l'impression de me faire flouer ou que le franchiseur fasse un peu d'argent sur mon dos. C'est un peu les idées reçues de la franchise qu'on a aujourd'hui. Bien sûr. En réalité, lorsqu'on discute avec des candidats, c'est d'abord un coup de cœur. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord sentir qu'ils partagent une appétence pour un concept et une communauté de valeurs avec un entrepreneur franchiseur. Il y a cet effet irrationnel est flagrant chez tous les candidats. Donc, c'est un petit peu leur émotionnel qui parle. Après, lorsqu'on analyse les flux, tout à l'heure, je parlais d'une règle. Je peux la traduire dans des chiffres assez simples. Si, par exemple, un concept nécessite 100 000 euros d'apport pour pouvoir emprunter 200 000 euros, on se fait une enveloppe de 300 000 euros, il faut que l'EBITDA, alors l'EBITDA, c'est un petit peu l'équivalent de l'EBE, un petit peu retraité, mais c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans la franchise anglo-saxonne. Donc, l'EBITDA, en fait, doit être au moins équivalent à l'apport en année 3. C'est-à-dire que si ça coûte 100 000 et qu'il faut emprunter 200 000 derrière pour avoir 300 000 d'investissement, ça doit au moins rapporter 100 000 à l'aune de la 3e année, une fois qu'on a enlevé sur le chiffre d'affaires, donc le montant des achats, le montant de la masse salariale hors manager franchisé, et le montant des services associés à la franchise. Et donc, y compris les redevances, royalties, etc. Et donc, il faut que ça ramène au moins cette somme. Très souvent, on a un multiple. C'est-à-dire, très souvent, quand on met 100, ça rapporte plutôt 150. Ça ne veut pas dire qu'on se met 150 dans la poche. Ça veut dire qu'après, il y a les amortissements, les emprunts, etc. Mais ça nous donne un point de repère. Donc, pour moi, un candidat à la franchise qui analyse un modèle et qui se rend compte que le montant de son apport est inférieur au montant de son EBITDA en année 3, c'est-à-dire grosso modo la valeur brute créée, je pense qu'il y a un signal d'alerte. Et très souvent, on est plutôt entre 1, voire 3, voire beaucoup plus dans certaines franchises de services.
C'est vrai. Nous, quand on reçoit des candidats franchisés qui nous demandent d'auditer, leur contrat de franchise ou leur DIP, mais on va se concentrer là ici sur le contrat, nous, on en prend connaissance, mais on essaie de faire l'équilibre entre ce que va apporter le franchiseur et quelles sont les contreparties et quelles sont les obligations des franchisés. Et souvent, on fait quelque chose de très simple, c'est qu'on prend une feuille, on la divise en deux, on regarde obligations du franchiseur, obligations du franchisé, qui ont rempli les colonnes. Et à la fin, on essaie de trouver un équilibre entre finalement ce que va demander au franchiseur les obligations du franchisé et réciproquement. Et en réalité, le montant des sommes investies à la base, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça ne doit pas effrayer le franchisé. Il faut qu'il regarde, lui, quelle est la contrepartie de ce qu'il va payer à son franchiseur. Si le franchiseur lui offre une multitude de services que l'autre ne lui offre pas, il va comprendre. C'est un petit peu lorsqu'on achète une voiture. On achète une voiture plus chère, celle-ci peut nous rendre de meilleurs services, être plus confortable, avoir de meilleures performances, qu'une voiture qui est d'une gamme différente, qui rendra des services qui sont différents, mais qui apportera, le besoin aux franchisés concernés. Et là, il y a une clientèle un petit peu pour tout, et certains franchisés sont tout à fait, convaincus par la force des prestations qui sont apportées par leurs franchiseurs et acceptent de les payer bien volontiers. Parce qu'en contrepartie, je pense qu'ils en bénéficient et qu'ils ont un meilleur avantage concurrentiel que ceux qui bénéficient de moins de prestations. C'est une transparence en fait du franchiseur. Je pense que si la transparence est là, la confiance peut s'établir. C'est-à-dire qu'en tant que franchiseur, on maîtrise les métriques de son modèle. On est capable de dire par son expérimentation, dans le cadre de son expérimentation, avec des données factuelles prouvées qu'on est capable pour lesquelles on est capable de donner la source, c'est-à-dire quand est-ce qu'on les a fait, dans quel contexte, pendant quelle date, on peut exprimer un montant de chiffre d'affaires, un montant d'EBITDA, ce que font les anglo-saxons systématiquement, bien sûr en présentant le contexte dans lequel on les a réalisés, puisque on est toujours dans le contexte d'un consentement éclairé par une information sincère et loyale, de façon à ne pas créer une situation où on aurait faussé le consentement qui vicier le consentement, ce qui permettrait aux franchisés de contester. Mais si on a tout expliqué en amont et qu'on a donné une transparence sur les chiffres, n'importe quel expert comptable, commissaire aux comptes qui va conseil du franchisé, qu'on lui conseille de consulter, qui va regarder le modèle, il n'y trouvera pas grand-chose à redire. Il dira simplement au franchisé ce qui est la seule question finalement qui compte, c'est est-ce que toi tu te sens de réussir dans ce modèle-là. Et si tu te sens de réussir dans ce modèle-là, écoute, il n'y a pas de raison, puisque le modèle est déjà tracé, contrairement à un entrepreneur qui va devoir tout réinventer. Je pense que c'est la transparence de l'information qui est la clé de la réponse. Et cette transparence doit être complétée vraiment par un travail qui est fait en amont par les franchiseurs de récolte des données. Lorsque le franchiseur communique en amont de la signature du contrat de franchise des ratios économiques sur son réseau, lui-même doit pas les avoir bâtis sur du réel, sur du concret, pour qu'il puisse démontrer demain, en cas de pépin avec un franchisé, que les ratios qu'il a communiqués en amont de la signature du contrat ne sont pas sortis du chapeau. Elles reposent sur la réalité, et c'est là la sincérité et la transparence des ratios qui sont communiqués. Aujourd'hui, bien entendu, la situation idéale, ce serait que le franchiseur ne communique aucune donnée, pour ne pas risquer demain ce qu'on appelle un procès en absence de rentabilité de l'activité entreprise. Mais concrètement, ce n'est pas un bon conseil. Et puis, on se rend bien compte qu'opérationnellement, c'est complètement, suicidaire. Donc, les données peuvent être communiquées, si elles reposent sur des données réelles, qu'on est capable de reconstituer sur du concret, afin que demain, le franchisé, on puisse lui dire non, le modèle que j'ai vendu, il repose sur du concret. Et ça, c'est indispensable de faire ce travail de constitution des ratios. Dans une situation idéale, le franchisé est l'allié, c'est presque le fan, du franchiseur. C'est-à-dire que dans une situation idéale qu'a construit le franchiseur, son franchisé est parfaitement motivé, moteur, parce que lui-même gagne sa vie. Pour lui, s'il n'avait pas tout ce que lui a amené le franchiseur, il n'aurait pas le même succès. Et donc, il y a un équilibre à trouver, une transparence à trouver. Mais aujourd'hui, on voit que les réseaux, globalement, ont quand même des taux de contentieux qui sont relativement faibles. Les études de jurimétrie l'ont montré. C'est que, oui, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce qu'autrement, ce n'est pas possible. Donc, il faut avoir du conseil en amont pour faire les choses bien et de façon très transparente. Mais le modèle en lui-même ne cesse de se développer année après année, et dizaines d'années après dizaines d'années. Et ça reste encore jeune, on a encore beaucoup à faire. Parce que c'est le meilleur modèle d'entrepreneuriat que peut trouver un entrepreneur. Il peut, de cette manière-là, suivre une voie, avoir un environnement, avoir une rentabilité prévisible, et ce qui est aujourd'hui sans équivalent sur le marché de l'entrepreneuriat, tout en ayant son autonomie. Et on voit que la plupart des franchisés souvent étaient auparavant des salariés, à 70 à 80%. Et donc, ça veut dire que cette transparence-là et cette voie-là, elle peut être bâtie que par les franchiseurs, que à l'initiative des franchiseurs, par une démarche sincère de transparence. Vous avez un peu répondu à la question tout à l'heure, mais on parle énormément de transparence, mais comment trouver le juste milieu, justement, entre la transparence nécessaire et qui repose sur des faits tangibles de mon réseau, mais aussi l'ingérence et les promesses un peu non tenues que pourraient avoir certains franchiseurs. Alors, une promesse non tenue, si elle figure dans un contrat, c'est que le franchiseur se met en faute.
Un contrat de franchise doit prévoir les obligations du franchiseur, les obligations du franchisé. Chacune des parties doit respecter ses obligations. Si le franchiseur s'engage à faire quelque chose et qu'il ne le fait pas, il exécute mal son contrat de franchise. Donc là, il faut bien calibrer justement les obligations des parties. Le franchiseur, lorsqu'il commence à bâtir son réseau, parfois il peut être un petit peu, ambitieux sur par exemple l'assistance. Il peut promettre d'aller jusqu'à 12 fois par an dans son réseau pour aller visiter ses premiers franchisés. Alors moi souvent mon conseil c'est je le fais réfléchir sur l'avenir. Je veux dire, aujourd'hui vous avez 2-3 franchisés, ça peut se tenir. En revanche, quand vous en avez 10, 20, 30, vous n'allez pas pouvoir vous rendre 12 fois par an dans vos points de vente. Donc ici, il faut avoir cet équilibre opérationnel et que ça se retrouve dans le juridique. Mais en revanche, une partie ne peut pas promettre de faire quelque chose sans demain réaliser la promesse, sauf à se rendre coupable d'une inexécution contractuelle. Le franchiseur propose, le franchisé dispose. Très concrètement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une posture quand même aussi, un entrepreneur quand on assiste un franchisé. C'est-à-dire qu'en tant que franchiseur, quand on assiste le franchisé, on va lui dire, voilà, nous, on te met à disposition des moyens, des formations, de la communication, des kits d'acquisition, etc., pour que tu développes. Et puis, il y a l'entrepreneur franchisé qui va choisir d'activer ou pas. Et je pense aussi, dans la vie de réseau, alors c'est moins du domaine du contrat, c'est plus dans le domaine de la relation humaine, eh bien, on a tendance, si on veut être vertueux en tant que franchiseur, à en faire un petit peu trop pour toujours mettre son franchisé en position de pouvoir faire, de façon à être sûr d'avoir rempli au maximum son devoir d'assistance. Et bien, parce que si on en fait moins, il y a le risque que le franchisé il réinvente un petit peu les choses, ce qui n'est pas du tout bon. Et aussi qu'il nous dise implicitement, finalement, que c'était pas ce qu'il veut. Il veut qu'on soit toujours proactif avec lui. Donc, moi, j'ai tendance effectivement à regarder le contrat, ce qu'on prévoit dans le contrat. Et je pense qu'il faut maximiser le contrat en termes de proposition de valeur de la part du franchiseur vis-à-vis du franchisé. Mais bien sûr, après, c'est un entrepreneur indépendant. Il est libre. Il y va ou il y va pas quand on lui propose une action. Et dans les faits, on se rend compte souvent qu'on a peut-être 5 à 15% du réseau qui est vraiment très promoteur, leader. Et puis, on a le reste des gens qui sont là pour faire leur business et ça avance comme ça. L'ingérence, pour l'éviter, en réalité, le franchiseur, il n'est pas là pour donner des ordres à ses franchisés. Il est là, lui, pour mettre à disposition un modèle économique. Si un franchisé, ne respecte pas ce modèle économique, c'est faire un rapport, lui expliquer là où les ratios, les compétences, les prestations ne sont pas respectées et l'inviter à mettre en place un plan d'action. Après, libre au franchisé, en sa qualité de commerçant indépendant, de mettre en œuvre ou non ce plan d'action qui peut être élaboré seul et ou, le plus souvent, c'est ce qu'il y a de mieux, avec le franchiseur, quitte à refaire des formations complémentaires, etc. Forcément, si par contre le franchisé ne met pas ensuite ce plan d'action en œuvre, à un moment, la relation risque de se détériorer. Mais en tout cas, le franchiseur, il est là pour faire des constats, mettre un modèle à disposition, et ensuite, au franchisé, libre de le respecter ou non. Au regard de tout ce qu'on vient de développer et de se dire, on constate que devenir franchiseur ne s'improvise absolument pas, et cela nécessite quand même un certain temps d'anticipation et des investissements aussi financiers. Est-ce que vous pouvez revenir, Julien, sur justement ce temps nécessaire et ces investissements que cela nécessite pour se lancer et faire les choses correctement en tant que futur franchiseur? C'est un nouveau métier. On passe du faire au faire-faire. C'est-à-dire qu'on était un opérationnel en contact direct avec les clients, quand on met au point son concept, et on va devenir finalement le support de son franchisé. En fait, on va déléguer une partie de la relation au franchisé, qui va devenir le front office, c'est-à-dire la relation directe avec le client. Et puis, nous, en tant que franchisé, on va délivrer des services de back-office et d'assistance. Donc oui, l'apprentissage, il vaut mieux qu'il soit accompagné que tout seul, parce qu'un apprentissage seul, ça veut dire quoi? Ça veut dire des essais-erreurs permanents. Et malheureusement, en franchise, ça pardonne pas tellement. C'est-à-dire que si on n'a pas les bonnes directions, le contrat, il est figé pour une durée de 3 ans, 5 ans, 7 ans, généralement 7 ans le temps d'un crédit bancaire, et c'est très compliqué de revenir en arrière. Donc le premier point, c'est que être accompagné permet d'apprendre mieux et plus vite, d'avoir tout de suite les meilleures pratiques. Donc, ensuite, en termes de budget, finalement, combien ça coûte de devenir un franchiseur? En général, il faut un capital d'amorçage. Et le capital d'amorçage se situe aux environs de 25 à 30 000 euros, de façon à pouvoir lancer une aventure en franchise. Et ce capital d'amorçage, eh bien, le succès de la franchise va permettre d'encaisser des réservations de territoire, des droits d'entrée, qui vont alimenter la croissance. C'est pas forcément une activité qui consomme beaucoup de capital, la franchise. Si on veut un plan de développement rapide, c'est-à-dire que si on veut viser le 0 à 50 ou le 0 à 100, là, il faut plutôt prévoir 100, 200, 300 000. Les Américains disent $1 million. Mais si on veut une franchise à croissance rapide, on a besoin de plus d'infrastructures tout de suite. Mais pour une croissance relativement modérée, un 3, 5, 7 ou ce type de plan de croissance, on peut viser un budget de 30 à 50 000 euros à condition de rencontrer rapidement un succès qui nous permette d'avoir nos clients, les franchisés, qui vont pouvoir alimenter la croissance en payant donc les sommes qui sont dues au pack franchiseur et au titre de l'exploitation. Et justement, comment calibrer ces performances et
et cette volonté de croissance, le nombre de franchisés que je vais ouvrir dans les prochaines années, est-ce que ça se calcule? Est-ce que c'est en fonction de l'investissement financier humain que je vais mettre? Voilà, comment calibrer tout ça? Alors, là, en termes d'organisation, moi, je peux y répondre. Après, il y a un terme d'engagement juridique qui est indispensable. En termes d'organisation, la franchise est une activité B2B, finalement, où on va vendre à un entrepreneur un modèle de succès. Donc, on doit préparer son offre. Et puis ensuite, on doit expliquer aux franchisés cette offre-là. Et il faut au préalable qu'on évalue, bien sûr, la franchisabilité de son concept, mais aussi qu'on ait prévu de déployer les services qu'on a prévus dans le contrat. Puisque tout à l'heure, on en a parlé, l'effectivité des services est absolument indispensable. On arrivera à proposer avec succès à des franchisés une offre qui va les rassurer, qui va leur permettre d'avancer avec le franchiseur et de payer des sommes, qu'à la condition où on délivre effectivement ces sommes. Donc pour moi, c'est un business plan. On fait d'abord le business model, combien ça coûte, combien ça rapporte pour le franchisé, puis pour le franchiseur, franchisé. Et puis ensuite, on calcule ce business model et on fait des variabilités financières. Nous, on travaille plutôt sur une approche financière. Et puis, on vérifie bien évidemment qu'on a le savoir-faire, le savoir-être et l'environnement qui permet cette opportunité. Par exemple, qu'on a les outils, qu'on a les bons partenaires. Souvent, le succès d'une franchise, c'est aussi le succès des partenaires par lesquels sait s'entourer le franchiseur. C'est-à-dire qu'il a les bons fournisseurs, il a les bons partenaires informatiques, il a une infrastructure qui va lui permettre de supporter cette croissance. C'est vrai que la structure qui doit permettre aussi de supporter la croissance, on le retrouve dans le juridique. Moi, je dis toujours à mes clients, c'est qu'un bon contrat ne sera rien si derrière l'opérationnel ne suit pas. Et inversement, si l'opérationnel, vous êtes très bon, mais que votre contrat il est déséquilibré, il est mal fichu, il n'est pas compréhensible, vous n'allez pas séduire vos candidats à la franchise. Alors quand je dis le mot séduire, pas dans le sens mauvais, dans le sens, vous n'allez pas les intéresser, ils ne vont pas comprendre leurs obligations. Donc, opérationnel et juridique, ils fonctionnent main dans la main. Un contrat de franchise, ça repose notamment sur un manuel opératoire qui doit être mis au point par le franchiseur. Souvent, la mise au point d'un manuel opératoire, ce n'est pas quelque chose qui est inné pour un franchisé qui est par exemple à la base restaurateur. Et donc, nous, on invite toujours nos clients à se faire accompagner sur la mise au point de tous ces outils opérationnels qui vont être indispensables ensuite à l'exécution du contrat de franchise. Nous, bien entendu, on se charge de rédiger un contrat qui correspond aux attentes de nos clients, mais aussi, on est toujours là pour préserver l'équilibre contractuel, qui est aujourd'hui une valeur fondamentale qui est partagée par tous. Et la mise au point de ces outils, plus un accompagnement opérationnel, effectivement, implique un coût qu'on ne peut pas ignorer, que le franchiseur ne peut pas ignorer. Mais surtout, la chose que le franchiseur qui se lance doit avoir en tête, c'est qu'il doit abandonner nécessairement une partie, voire toute son exploitation en réel. Et ça, des fois, c'est un message qui n'est pas évident à faire passer. Parce que le franchiseur, lui, se voit toujours exploiter, par exemple, son restaurant, faire la formation de ses nouveaux candidats, etc. Moi, mon premier conseil, c'est de lui dire non, il va falloir que vous recrutiez des gens qui vont être soit dédiés à l'exploitation de votre restaurant, soit dédiés à l'exploitation de votre réseau de franchise. Le plus souvent, je préfère quand même qu'ils s'intéressent bien mieux à leur réseau de franchise pour qu'ils puissent ensuite insuffler le savoir-faire à leurs différents candidats. Mais en tout cas, ils ne vont pas pouvoir faire les deux de front, sauf à rapidement, j'allais dire, ne pas pouvoir faire face et décevoir soit leurs clients propres, soit en tout cas décevoir les candidats franchisés. On vit quand même une époque formidable. C'est-à-dire qu'on vit une époque dans laquelle on a accès à des outils qui auparavant n'étaient même pas concevables ou imaginables. Par exemple, aujourd'hui, quand on doit accompagner un franchisé qui va être en recherche d'emplacement, par exemple, on a la capacité de lui donner des informations sur sa zone, on a la capacité de travailler sur des outils géomarketing extrêmement précis, de data qu'on peut lui fournir, on a la capacité de lui donner des processus et des déroulements qu'on ne pouvait pas faire auparavant, on peut lui faire des webinaires de formation pour trouver son local, examiner son local, pour évaluer les travaux, on peut travailler sur des matrices aujourd'hui d'évaluation de travaux qui permettent de faire quasiment des prévisionnels pour le franchisé qui va arbitrer lui-même, mais avec des outils qui sont totalement prêt. Aujourd'hui, grâce au digital, on a quand même vécu une révolution sur les 10 dernières années, c'est-à-dire qu'on est capable de délivrer un niveau de service qui rend le succès plus prévisible qu'auparavant. Auparavant, pour former quelqu'un, pour lui donner des outils, il y avait des outils papier, il n'y avait pas forcément le livre. On parlait de Bible. On parlait de Bible, voilà, on parlait de ce genre de choses, alors qu'aujourd'hui, on parle plutôt de centres de formation distanciels, synchrone ou asynchrone, on parle plutôt de knowledge management, c'est-à-dire qu'on va fractionner en fait le savoir-faire dont il a besoin pour lui délivrer au moment où il en a besoin, on va pouvoir lui fournir des outils clés en main, des matrices, des modèles de simulation qui auparavant n'étaient même pas concevables. Donc la franchise a cette chance, dans cette période aujourd'hui, avec des entrepreneurs de finalement assez petite taille, de pouvoir proposer des outils qui sont au moins, voire plus compétitifs que les outils des structures de grande taille. Et donc c'est là aussi qu'on retrouve, je pense, une époque assez formidable pour la franchise, puisque là on est en croissance assez rapide, qui est possible grâce justement à cette révolution des outils, qui nous permet d'être beaucoup plus performants dans l'accompagnement d'un franchisé qu'on ne pouvait l'être il y a quelques années. Justement, on a parlé d'accompagnement pour devenir futur franchiseur. Comment vous, chez Franchise Board, vous accompagnez les futurs franchiseurs ?
Alors la première étape, c'est qu'on fait un diagnostic de franchisabilité. C'est-à-dire qu'en tout premier lieu, on cherche à savoir si le concept est duplicable, c'est-à-dire s'il y a une marque, on peut utiliser les symboles de la marque, s'il y a un savoir-faire, mais surtout s'il y a un pilote probant. C'est-à-dire que c'est la réitération d'un pilote probant, la franchise. C'est-à-dire qu'on va reproduire un succès. On va partager finalement son modèle de succès, et ce modèle de succès n'est possible que par l'activation d'un savoir-faire et de l'utilisation d'une marque. Donc la première chose, c'est d'étudier la franchisabilité. Ça, on le fait très rapidement, c'est le temps d'un entretien. Ensuite, on va concevoir un modèle économique pour le franchisé. C'est-à-dire qu'on va regarder si le franchisé va gagner sa vie de manière cohérente, on a parlé tout à l'heure des règles, de manière cohérente, donc par rapport au modèle existant du franchiseur. Donc on fait la première chose, c'est le modèle économique du franchisé, et en fonction du modèle économique du franchisé, on fait le modèle économique du franchiseur, où on va créer ses centres de profit, dont je parlais tout à l'heure, les 5 centres de profit. Et puis, une fois que cette phase de modélisation, business model est faite, on va faire un business plan. Donc là, on va interroger la vision, les ambitions, les capacités et la structure qui entoure le franchiseur pour envisager un schéma de croissance sur plusieurs années. Et en fonction de ce schéma de croissance, 3-3-3, 3-5-7 ou le 0 à 100, on va pouvoir mettre en place les infrastructures nécessaires de façon à ce que le franchiseur puisse disposer d'un tunnel de vente, c'est-à-dire du sourcing de candidats, du tunnel de vente, avec ses différentes étapes, l'information, la découverte bien sûr, l'information précontractuelle, puisqu'on est juridiquement extrêmement bordé dans l'information avant la signature de tout contrat en franchise, puis la phase donc d'intégration, c'est-à-dire on va préparer l'ouverture, les 120 premiers jours, et ensuite première année, deuxième année, troisième année. Et nous, on fabrique en fait tous ces outils et on accompagne le franchiseur, parfois sur 10 ans, sur justement son schéma de croissance, de façon à ce qu'il ait toujours exactement l'outil dont il a besoin au moment où il en a besoin dans sa relation avec les franchisés. Même question pour vous, Lionel. Quel est l'apport d'un conseil juridique et d'un avocat dans le développement et dans le fait de devenir un futur franchiseur? Alors, nous, en qualité de conseil juridique, au cabinet, on intervient, je veux dire, de deux façons principales. La première, c'est la mise au point de ce qu'on appelle le dispositif contractuel de franchise. Une fois que le travail qui a été fait, par exemple, avec Franchise Board sur la franchisabilité du concept, le futur franchiseur vient nous voir et nous, on va mettre en musique sa vision opérationnelle dans un cadre juridique. Donc, rédiger le contrat de franchise, remettre une trame de DIP, s'assurer de la conformité du DIP. Pourquoi pas également prévoir un contrat de réservation de territoire, s'assurer que la marque est bien déposée, prévoir les contrats de licence de marque intragroupe, pourquoi pas constituer une holding, constituer une société franchiseur. Donc, on intervient vraiment sur tout cet écosystème juridique pour permettre un lancement de manière parfaitement sécurisée du modèle de franchise. Mais, j'allais dire, la franchise, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas au point de départ de la rédaction des contrats. L'autre grand pan de notre activité, c'est d'accompagner nos clients franchiseurs au quotidien dans la vie de leur réseau. Et alors là, c'est quelque chose qui est très varié et, j'allais dire, très amusant. En plus, ça va dépendre de l'activité de nos franchiseurs. Mais, en substance, il y a des candidats à la franchise qui vont poser des questions sur le contenu du contrat. Il va y avoir des aménagements à faire. Il peut y avoir également des sources d'aménagement du contenu du contrat de franchise parce que le modèle économique a évolué. Et donc, à ce moment-là, on fait évoluer la trame. On peut être aussi amené à gérer les contentieux pour permettre principalement de ne pas aboutir au contentieux judiciaire, mais justement d'intervenir en amont très tôt dans cette phase pour pouvoir donner les bonnes réponses au franchiseur pour que lui-même puisse proposer des choses qui soient pertinentes à ses franchisés. Et si vraiment, je l'ai dit, la phase précontentieuse n'a pas réussi à se solder par un protocole d'accord, à tout le moins un apaisement des relations, à ce moment-là, on peut prendre le relais en suivant, nos clients, en les accompagnant dans la défense de leurs intérêts dans le cadre d'un débat judiciaire. Donc, il y a toute cette phase-là. Et je dirais la troisième phase, c'est l'accompagnement à la cession des réseaux. Et nous, c'est vrai que de plus en plus, ça nous permet d'avoir cette visibilité complète, c'est qu'on accompagne le franchiseur au moment de la création de son réseau, pendant la vie de son exploitation, jusqu'à ce que notre client franchiseur initial trouve un repreneur et cède son réseau de franchise, souvent un plus gros que lui, qui va ensuite permettre un déploiement encore plus important du réseau. Et on les accompagne également dans cette phase de cession de réseau qui permet ensuite à notre client initial de reconstituer souvent une autre affaire, parce que ce sont des entrepreneurs qui sont très innovants et qui ne se reposent pas, sur leur laurier. Non, au contraire. Une fois qu'ils ont fini une première aventure, souvent ils repartent sur une autre. Et puis souvent aussi, on continue à accompagner le réseau avec le cessionnaire, parce qu'on travaille ensemble depuis le départ et ça rassure forcément le cessionnaire d'avoir le conseil juridique historique du réseau de franchise. Donc c'est vrai que cet accompagnement, on ne le voit pas nous vraiment comme l'accompagnement d'un avocat, on est plutôt des partenaires au quotidien, parce qu'en réalité, nos clients, on les a quotidiennement au téléphone, par mail, et on échange avec eux, je pense, comme un véritable membre de l'équipe du franchiseur. Et ça, c'est quelque chose de très plaisant.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été à mes côtés aujourd'hui et de nous avoir livré vos précieux conseils pour déterminer son modèle économique en tant que futur franchiseur. On peut évidemment vous retrouver sur le salon Franchise Expo Paris qui se tiendra du 15 au 17 mars prochain à Paris, porte de Versailles, au sein du hall 1. D'ici là, n'hésitez pas à préparer votre visite en téléchargeant notre application Franchise Expo Paris et en vous rendant sur notre site internet franchiseparis.com. Vous y trouverez évidemment la liste des exposants, mais aussi des conférences auxquelles vous pouvez évidemment vous inscrire. Une dizaine de conférences et ateliers sont dédiés aux futurs franchiseurs. Et pour encore plus de conseils et de témoignages liés à la franchise, rendez-vous sur notre média tousentrepreneurs.com. À bientôt.